même si le juge avait été aussi sage que Salomon, et le tribunal en possession du repère définitif permettant de ranger le crime sans précédent de notre siècle dans les catégories et les paragraphes qui aident à accomplir le peu dont la justice humaine est capable, il serait douteux que la vérité, toute la vérité, ait pu apparaître. Aucune généralité. Et qu'est-ce que la vérité si elle n'est pas générale? Ne peut endiguer le flot chaotique des atrocités absurdes dans lesquelles on doit se plonger, afin de saisir ce qui arrive quand les hommes disent que tout est possible, et pas simplement que tout est permis. Au lieu de la vérité, il y a des moments de vérité. Et ces moments sont en réalité les seuls moyens dont on dispose pour formuler ce chaos vicieux et maléfique. Ces moments apparaissent de façon inattendue, tels des oasis dans le désert. Ce sont des anecdotes, et elles disent avec une brièveté extrême ce qu'il en était. Il y a le jeune homme qui sait qu'il va mourir et qui écrit avec son sang sur les murs du baraquement Andreas Rapaport, qui vécut 16 ans. Il y a le petit garçon de 9 ans qui sait qu'il en sait pas mal mais qu'il n'en apprendra pas plus. Il y a l'accusé Boger qui, découvrant un enfant qui mange une pomme, l'attrape par les jambes, lui fracasse la tête contre les murs, puis tranquillement ramasse la pomme pour la manger 1 heure plus tard. Il y a le fils d'un SS de service qui vient au camp rendre visite à son père, mais un enfant est un enfant. Et la règle de ce lieu particulier veut que tous les enfants doivent mourir. Il doit donc porter un signe autour du cou pour qu'il ne l'attrape pas et ne le jette pas dans le four à gaz. Il y a le prisonnier qui maintient ceux qui ont été sélectionnés pour être tués, avec une méticulosité médicale par clear, au moyen d'injection de phénol. La porte s'ouvre entre le père de ce prisonnier. Quand tout est fini, il dit « j'ai pleuré et j'ai dû porter moi-même mon père ». Le lendemain, Claire lui demande pourquoi il a pleuré. S'il lui avait dit, il aurait laissé vivre son père. Pourquoi le prisonnier ne l'a-t-il pas dit? Avait-il peur de Claire? Quelle erreur! Il était tellement de bonne humeur ce jour-là. Enfin, il y a la femme qui est venue de Miami témoigner à Francfort parce qu'elle avait lu les journaux et vu le nom du docteur Lucas. L'homme qui a assassiné ma mère et ma famille m'intéresse, dit-elle. Elle raconte comment cela s'est passé. Elle était arrivée de Hongrie en mai 1944. Je tenais un bébé dans les bras. Ils ont dit que les mères pouvaient rester avec leurs enfants. Donc, ma mère m'a donné le bébé et m'a habillé de façon que j'apparaisse plus âgé. La mère tenait un 3e enfant par la main. Quand le docteur Lucas m'a vu, il a probablement compris que le bébé n'était pas de moi, il l'a pris et l'a lancé à ma mère. La cour aperçoit aussitôt la vérité. Peut-être avez-vous eu le courage de sauver ce témoin? Demande-t-elle au docteur Lucas qui, après une pause, nie tout. Et la femme, qui semble encore ignorer les règles en vigueur au camp, où toutes les mères avec enfants étaient gazées dès leur arrivée, quitte le tribunal, sans avoir pris conscience que elle, qui voulait découvrir le meurtrier de sa famille, avait en réalité été confrontée à celui qui lui avait sauvé la vie.
C'est ce qui arrive quand un homme décide de porter le monde sur sa tête. Nous avons roulé pendant 5 jours. Au bout de 2 jours, nos provisions de route étaient épuisées. Nous étions 89 dans le wagon. Nous faisions nos besoins dans la paille. Nous avions beaucoup de malades et 8 morts. La dernière nuit, nous avons bifurqué sur une voie secondaire. Il y avait là une tour et en dessous un porche voûté. Avant de franchir le porche, la locomotive a donné un coup de sifflet. Le train s'est arrêté. Les portes des wagons s'ouvrirent violemment. Des détenus en tenue rayée sont apparus et nous ont crié dans le wagon. « Allez dehors! Vite, vite! Laissez tout sur place! Les femmes et les enfants par ici! Les hommes de l'autre côté! » J'ai perdu de vue ma famille. Partout les gens criaient après leurs parents. On les frappait à coups de bâton. Des chiens aboyaient. Les miradors, les projecteurs et les mitrailleuses étaient braqués sur nous. À l'extrémité de la rampe, le ciel était rouge. L'air était plein de fumée. La fumée avait une odeur de sucré et de roussi. C'est cette fumée qui est toujours restée par la suite. Le 24 janvier 1943, en entrant dans Compiègne, nous avons vu des passants. Les uns promenaient leurs chiens, les autres se hâtaient, peut-être allaient-ils à la première messe. Ils regardaient à peine les camions dans lesquels nous étions debout. Nous chantions et nous crions pour les faire au moins tressaillir. Nous sommes des Françaises, des prisonnières politiques, nous sommes déportées en Allemagne. Ils s'arrêtaient un instant au bord du trottoir, levaient les yeux, vite les baissaient et continuaient leur chemin. Les camions se sont arrêtés près d'une voie de garage, éloignée des quais. Des wagons de marchandises formaient un long train. Les 4 derniers wagons étaient béants. Des soldats allemands nous y faisaient monter, 60 à 70 dans chacun des 3 premiers, et 27 dans le dernier, où j'étais. Nous étions 230. Je suis Philippe Müller. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je vis à Prague. J'ai été déporté depuis la Slovaquie pour raison raciale. Quand ce dimanche de mai 42, pour la première fois, j'ai pénétré dans la salle des crématoires, j'avais 20 ans. Je tenais l'enfant de ma belle-sœur par la main. Elle-même portait son plus jeune enfant sur le bras. Alors un des détenus s'est approché et m'a demandé si cet enfant était à moi. Quand j'ai dit non, il m'a dit de le rendre à sa mère. Je l'ai fait en pensant que la mère peut-être avait certains privilèges. Ils partirent tous sur la gauche. Je suis allée vers la droite. L'officier qui nous séparait était très gentil. Je lui ai demandé où donc allaient les autres, et il m'a répondu « Ils vont simplement prendre un bain. Dans 1 heure, vous vous reverrez. » J'ai appris par la suite qu'il s'appelait le docteur Capesius. Le témoin me confond certainement avec un autre. Je n'ai jamais participé aux sélections sur la rampe. Je connaissais le docteur Capesius du temps de ma ville natale. J'exerçais comme médecin et j'ai reçu sa visite plusieurs fois avant la guerre comme représentant du Trust Bayer. Je l'ai salué et lui ai demandé ce qu'on allait faire de nous. Il me dit « Tout se passera bien ici ». Je lui ai dit que ma femme n'était pas bien portante. « Alors qu'elle se mette ici », il me dit, « on la soignera ». Et il désigna le groupe des personnes âgées ou malades. Elle est partie avec sa nièce et quelques autres parentes vers le groupe des malades. Accusé Capesius, connaissez-vous ce témoin? Non. Étiez-vous sur la rampe lors de l'arrivée des convois? Ma seule fonction était d'y récolter les médicaments dans les bagages des détenus. Je devais les conserver dans la pharmacie. Le 27 janvier 1943 au matin, les wagons se sont ouverts. Le froid nous a transpercés. 150 sont mortes sans savoir où elles étaient. Nous avons croisé des femmes enrayées, une longue colonne. Elles étaient livides jusqu'au violet. Et en passant près d'elles, nous avons senti une odeur que nous avons hésité à leur attribuer, une odeur d'étable mal tenue, une odeur de vache sale. Lulu a pensé, elle pourrait au moins se laver. Qui soupçonnait qu'il n'y avait pas d'eau dans le camp? Qui supposait que les toilettes, c'était une fosse ouverte qu'on atteignait après avoir traversé un marécage de diarrhée? Ce qu'elles sentent mauvais. Cécile a dit dans 8 jours, tu sentiras aussi mauvais et tu ne le sentiras plus. Près de l'entrée, un écriteau, fait d'une planchette clouée à un méchant piquet, disait « Vernichtungslager ». Toi qui sais l'allemand, qu'est-ce que ça veut dire?
Nichts, c'est rien, néant. Vers le rien, vers le néant. Ça veut dire camp d'anéantissement. Eh bien, c'est gai. Bloc 11, nous étions enfermés dans une cellule souterraine. Nous étions au secret. Quand survinrent quelques SS qui nous escortèrent par une des rues du camp. Après une centaine de mètres, est apparu soudain un bâtiment plat avec une cheminée. J'ignorais où on nous menait, je croyais qu'on allait nous exécuter. Tout d'un coup, nous nous sommes arrêtés devant une porte. Un des gardes a hurlé « Dedans, ordure, cochon !» et nous nous sommes retrouvés dans un corridor. Aussitôt, la puanteur, la fumée m'ont suffoqué. Nous avons couru encore, et alors j'ai distingué les contours des 2 premiers fours. De là, nous avons été poussés vers une autre grande salle. Nous avons reçu l'ordre de dévêtir les cadavres. Je regarde autour de moi. Il y avait des centaines de corps. Ils étaient habillés. Entre les cadavres, pêle-mêle, des valises, des paquets, et disséminés un peu partout, d'étranges cristaux bleu-violet. Mais tout m'était incompréhensible. C'était comme un choc à la tête, comme si vous étiez foudroyé. Je ne savais même pas où je me trouvais. Et comment était-il possible de tuer tant de gens à la fois? Nous en avions déjà dévêtu quelques-uns quand un des gardes me dit « Sors d'ici, va remuer les cadavres ». Mais que signifiait remuer les cadavres? Je suis entré dans la salle de crémation. Il y avait là un détenu, et j'ai vu comment il fourgonnait le four avec une grande tige. Il m'a dit alors « Fais comme moi, sinon le garde t'assomme ». J'ai pris une pique et je l'ai imité. J'étais à cet instant en état de choc, comme hypnotisé, prêt à exécuter tout ce qui m'était commandé. J'avais tellement perdu la raison, j'étais si épouvanté, que j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Que faisait-on des bagages une fois la sélection opérée? On les emmenait aux effectifs où ils étaient triés et emmagasinés. Quelle était la taille des effectifs? Ils comprenaient 35 baraquements. Pouvez-vous donner un ordre de grandeur en ce qui concerne le volume et la valeur des biens saisis? Selon un bilan portant sur la période du 1er avril 1942 au 15 décembre 1943, les biens saisis en argent, devises, métaux précieux et bijoux se montaient à 132 millions de marques. À quoi s'ajoutaient 1900 wagons pleins de vêtements et de tissus d'une valeur de 46 millions de marques. Et ceci était avant la période des grands convois. Qui se chargeait de ces valeurs? Les valeurs étaient transférées à la Reichsbank ou bien au ministère de l'économie du Reich. Les bijoux étaient fondus. Les montres, par exemple, étaient distribuées aux troupes. Nous avons franchi la porte et contourné des baraques basses, comme enfouies dans la neige. Les blocs. Il fallait enjamber des cadavres. Visage tordu, aux saillants, on comprenait à les voir que la mort ici n'était pas douce. La vie non plus en l'attendant. La vie du commando spécial dépendait des transports destinés à l'extermination. Quand ceux-ci arrivaient nombreux, on gonflait l'effectif du commando. Le commando spécial était indispensable, il n'y avait donc pas de sélection. Quand au contraire les transports se raréfiaient, cela signifiait pour nous une extermination immédiate. Nous savions au commando spécial que l'absence de transport entraînerait notre liquidation. Midi, la soupe. Des détenus nous ont distribué des gamelles d'émail rouge en forme de saladier, remplies d'une soupe qui puait. Une a dit « On ne peut pas manger cette soupe, elle sent la tinette ». Madeleine Douaret a répondu « La soupe sentira toujours la tinette. Il faudra bien la manger ou mourir de faim, autant commencer tout de suite ». Plusieurs ont mangé la première soupe. D'autres non, ni aucune soupe ensuite. Après, on a compris pourquoi la soupe puait. Tout le monde avait la diarrhée. La nuit, sortir pour ses besoins, c'était s'exposer au coup. De plus, les diarrhéiques n'avaient pas le temps de sortir du bloc. Les gamelles servaient de pot de chambre. Dès le débarquement, sur la rampe grouillante de monde, je savais qu'il s'agissait de se tirer d'affaire toute seule, de se plier à ce qui venait d'en haut, de faire bonne impression et d'éviter tout ce qui pouvait vous ravaler plus bas encore. Quand on nous a allongés sur les tables dans le bâtiment d'accueil,
et qu'on nous a fouillé l'anus et les organes génitaux pour y trouver des objets de valeur, les derniers restes de notre existence habituelle ont disparu. Famille, foyer, métier, biens personnels. Tout cela était liquidé par le numéro matricule. Et nous commencions déjà à vivre sur de nouvelles bases, à nous intégrer dans cet univers devenu le seul normal pour ceux qui allaient y vivre. La condition fondamentale était de se maintenir en forme physique. Je suivais pas à pas celles qui étaient trop faibles pour manger leur ration, afin de me l'approprier à la première occasion.